Parmi les compositeurs juifs qui ont souffert bien des malheurs, en dehors des compositeurs allemands sous les nazis, il faut indéniablement citer Moïse Weinberg. Né à Varsovie en 1919, il étudie le piano avec son père, musicien dans divers théâtres juifs de la ville, puis au conservatoire. Lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en septembre 1939, il parvient à fuir et gagner l'URSS alors que toute sa famille est exterminée par les nazis. Weinberg s'installe à Minsk, en Biélorussie, où il commence des études de composition au conservatoire de la ville. Mais l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en juin 1941, après rupture du pacte germano-soviétique, le force de nouveau à s'enfuir plus à l'est. Il s'installe alors à Tachkent, en Ouzbékistan, où il parvient en 1943 à faire découvrir ses premières partitions à Dmitri Shostakovich. Et Shostakovich apprécie l'œuvre de Weinberg et favorise son installation à Moscou. C'est le début d'une longue amitié entre les deux compositeurs, amitié qui ne se démentira jamais jusqu'à la mort de Shostakovich en 1975. C'est ainsi qu'en 1953, alors que Weinberg est incarcéré pour ses prétendues, je cite, activités sionistes, en réalité pour des motifs antisémites, mais il faut dire qu'en cette période d'après-guerre, Staline était devenu véritablement paranoïaque. Il avait carrément viré à l'antisémitisme. C'est l'époque du soi-disant complot des blouses blanches, où de nombreux médecins juifs ont été arrêtés, et de l'exécution après un procès sommaire des membres du comité antifasciste juif. Or, Shostakovich fait signer une pétition qu'il adresse à Lavrenti Beria, l'épouvantable chef du NKVD, pour venir en aide à Weinberg. Il faut bien réaliser à quel point cette initiative de Shostakovich était audacieuse, voire risquée. Shostakovich, bien que compositeur officiellement reconnu, n'était pas à l'abri de représailles de l'administration stalinienne. Shostakovich s'est d'ailleurs montré le plus philosémite de tous les compositeurs russes à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'à travers ses mélodies populaires juives, dont il a endossé une version traduite en yiddish, par son trio sur des thèmes juifs, ou par ses 7 romans sur des poèmes d'Alexandre Blok, poète juif. C'est à la suite de la mort de Staline, le 5 mars 1953, que Weinberg a finalement retrouvé la liberté. Les années 60 voient la consécration de sa musique, avec une œuvre immense comportant 7 opéras, 22 symphonies, dont une symphonie Kaddish, écrite à la mémoire des Juifs qui périrent dans le ghetto de Varsovie, évidemment écrite dans un style très tragique. Weinberg a écrit également plusieurs concertos, 5 sonates pour violon et piano, 4 sonates pour violoncelle et piano, de la musique pour le cinéma et pour le cirque. Voici un extrait de son concerto pour violoncelle, de plus en plus joué et enregistré. En Europe occidentale, on commence depuis quelques années à découvrir l'œuvre de Weinberg. En 2016, un week-end entier a été consacré à ses 17 quatuors à cordes à la Philharmonie de Paris. À Gênes Copernic, on donnera pour la première fois en France, le dimanche 24 janvier, sa sonate pour clarinette et piano, qui sera interprétée par 2 merveilleux musiciens, le clarinettiste Philippe Béraud, première clarinette solo de l'Orchestre de Paris,
et la jeune et brillante pianiste Héloïse Bella-Kohn, qu'on a déjà admirée à Gênes Copernic en 2019. Le style de Weinberg peut être rapproché de celui de son protecteur Dimitri Shostakovich ou de Béla Bartók, avec des éléments empruntés au folklore musical juif. En 1990, Weinberg reçut le prix d'État de l'URSS. Toutefois, ses malheurs ne s'arrêtèrent pas là, puisque ces dernières années furent assombries par la maladie, notamment la maladie de Crohn, maladie intestinale dont la fréquence est connue pour être élevée chez les juifs ashkénazes. Il meurt le 26 février 1996 à Moscou, dans la plus grande précarité.